Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première projection à la fois de nos jours en Suisse. C'est une découverte, c'est une avant-première du film de Aung San Suu, mais aussi la première d'une collaboration que nous espérons à la fois fructueuse et longue, qui durera peut-être dans le temps, on verra, qui est la présentation d'une sélection de films de la quinzaine des cinéastes, et non plus feu quinzaine des réalisateurs et réalisatrices, à la Cinémathèque suisse, bien sûr à partir de l'année prochaine, au Cinéma Capitole, mais ça vous savez. Donc pour nous c'est une vraie première, on est très heureux de présenter, de démarrer avec ce film de Aung San Suu qui, je vous le rappelle, avait reçu un Léopard d'Or au Festival de Locarno, donc on aime bien rendre proche de notre pays. Mais aussi parce que pour nous c'est une manière de vous présenter des films récents qui sortiront par la suite, certains dans les salles, d'autres peut-être pas, et l'occasion pour vous de découvrir des titres rares peut-être que vous n'avez peut-être et probablement pas eu l'occasion de voir à Cannes. Certains films ne sont pas ici parce qu'ils vont sortir dans d'autres festivals suisses comme à Zurich et à Genève dans les mois qui viennent, et c'est pour ça qu'on ne les présente pas. On ne va pas vous les dévoiler ce soir, mais vous en avez une belle sélection. Et j'ai le plaisir de vous dire deux choses encore. L'une, c'est que le programme détaillé qu'on a mis sur pied se trouve évidemment sur notre site. Ça, vous le savez déjà, sinon vous seriez là ce soir. Ce film a été annoncé dans notre bulletin. Mais on a publié un petit résumé de l'ensemble des films qui sont présentés dans le cadre de cet hommage à la quinzaine, qui malheureusement a mis un peu de temps à être imprimé. C'est des choses qui arrivent. Il aurait déjà être là, disponible pour vous tous. Et comme il ne l'est pas, eh bien, il le sera à la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas à le récupérer dans les bonnes tables lausannoises, ou évidemment ici à la caisse du cinéma, que vous le trouverez régulièrement évidemment pour pouvoir le voir. Mais tout est sur notre site déjà maintenant. C'était donc la 55e édition de la quinzaine des cinéastes, ou la première édition de la quinzaine des cinéastes, voilà. Et j'ai le plaisir de vous présenter son délégué général, Julien. Alors là, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais comment prononcer son nom. Rejle, c'est juste, bon d'accord, on ne sait jamais si c'est un i, si assieds-toi. Et comme c'est... on se connaît en fait depuis un tout petit peu plus longtemps que ça, puisqu'on a eu l'occasion de collaborer dans ces missions respectives dans le monde du cinéma, à la fois dans l'édition, dans la distribution et la diffusion de films et du patrimoine et de l'histoire des films récents du cinéma. Mais on est très heureux de t'accueillir ici au Casino de Montbenon, dans cette salle Paderewski, pour cette projection du film de Aung San Suu. Donc bienvenue. Merci Frédéric. Je suis vraiment hyper heureux de venir présenter cette sélection à la quinzaine des cinéastes. Donc bienvenue aussi à vous toutes et tous. La raison pour laquelle, tout simplement, il y a cette reprise, enfin une des raisons pour lesquelles il y a cette reprise ici et aussi dans d'autres pays, c'est justement d'avoir l'opportunité de venir. Dire quelques mots sur le film et sur Aung San Suu, je le ferai après. Mais voilà, pour parler de la quinzaine, du geste éditorial qu'on essaye d'y faire, et puis voilà, de vous donner un avant-goût des films que vous allez découvrir soit pendant cet événement, ou lorsque les films sortiront évidemment en salle. Et donc effectivement, comme Frédéric vient juste de le mentionner, c'est on reprend en fait une espèce de collaboration cinéphilique, puisque j'étais moi-même auparavant responsable de la distribution dans une maison qu'on pourrait appeler d'édition en fait, puisque c'est de l'édition cinématographique au sens large, des livres, des films. Et j'étais du coup, même si je n'en fais plus partie, j'étais très heureux de découvrir en arrivant à la Cinémathèque, à la caisse, plusieurs livres des éditions Capricci, qui est donc la maison dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Voilà, et donc on boucle un peu la boucle. Et par ailleurs, il se trouve, on n'a pas choisi, d'ailleurs moi je n'ai pas choisi le film d'ouverture ce soir, en tout cas à la Cinémathèque. Et il se trouve que c'est un auteur que j'ai moi-même accompagné en tant que distributeur à de nombreuses reprises ces 10 dernières années. Donc finalement, voilà, tout fait sens.
La quinzaine des cinéastes naît autour de mai 68, donc à un moment quand même assez important dans l'idée de la radicalité, de la différence. Pour nous, Suisses, ça a été un moment important parce que c'est le premier long métrage, la première quinzaine présentait le premier long métrage d'un cinéaste suisse. C'est probablement son film le plus radical qui était Francis Rosser, Vive la mort. Donc, en fait, comment tu ressens, toi, ta propre vision de la programmation et de la quinzaine? Parce que j'ai pu lire de ci, de là dans la presse, que tu l'as dit, hein, il y a pour toi quand même l'idée un peu d'un retour aux sources, d'une certaine façon. Ouais, alors très rapidement, pour expliquer, pour expliquer ce que je garde de la naissance de la quinzaine, donc en 1969, deux choses principales. D'une part, donc comme vous le savez sans doute, le Festival de Cannes en 68 est interrompu par des cinéastes notamment français, les cinéastes de la Nouvelle Vague, par solidarité avec les étudiants, notamment des étudiants d'école de cinéma qui avaient demandé à ce qu'on soit solidaire des techniciens, etc., de la profession, et donc on interrompt le Festival de Cannes. Ce mouvement politique prend ses sources sur un autre événement qui date de quelques mois plus tôt, d'avant mai 68, qui est le limogeage d'Henri Langlois de la Cinémathèque française. Et cet événement est peut-être encore plus important, je dirais, que mai 68, d'une certaine manière, dans la genèse de la quinzaine, parce qu'on touchait en France au temple sacré de la cinéphilie. C'est-à-dire qu'il y avait un lieu qui s'était constitué à Paris, qui est donc la Cinémathèque française, sous l'égide d'Henri Langlois, qui avait formé ce qui allait devenir des générations de cinéastes et de critiques et de passeurs d'images au sens large à la Cinémathèque, en leur montrant des films, évidemment, les grands films du cinéma classique, mais aussi des perles rares qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et soudain, ce temple qui était protégé, au sein duquel une vraie cinéphilie française avait pu se développer, une hiérarchie entre les metteurs en scène, une politique des auteurs, comme les cahiers ensuite se sont fait le fer de lance, c'est soudain vu menacé et Langlois a été remercié. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a été rappelé par la suite, mais ce simple fait qu'un endroit qui essayait de préserver quelque chose de la tradition cinéphile, d'un rapport aux cinéastes et aux œuvres, ait été menacé par l'État, je pense que ça a été fondamental dans l'idée que des cinéastes se rassemblent pour former une association, la SRF, la Société des réalisatrices et des réalisateurs de films, pour créer une sélection à Cannes qui soit indépendante et qui devienne un nouveau refuge pour les cinéastes du monde entier. Donc ça, c'est une des premières choses qui guide d'une certaine manière ce que j'essaye de faire à la quinzaine. Je n'y suis que depuis un an, je vais essayer de continuer. Et l'autre chose, l'autre raison, c'est que les cinéastes non seulement avaient besoin de recréer comme ça un lieu ouvert au public, ça aussi c'est très important, parce que Cannes est quand même un festival de professionnels, et la quinzaine était le seul lieu où voilà, les vrais spectateurs pouvaient aller découvrir des films, et en plus gratuitement les premières années. Et l'autre raison pour laquelle ils ont créé la quinzaine, c'était que la sélection officielle à l'époque choisissait des films parmi les films qui leur étaient présentés par les pays, par les délégations officielles de certains pays. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà un premier tri qui était opéré par voilà, des instances nationales. Et donc tous les pays évidemment n'étaient pas représentés. C'est un peu comme aujourd'hui comment fonctionnent les Oscars, c'est-à-dire que chaque pays choisit les films qu'il décide de représenter sa cinématographie, et puis ensuite il y a une sélection définitive et il y a un film qui est choisi pour représenter tel ou tel pays. Bon, Cannes ça fonctionnait de la même façon,
Et par ailleurs, il y avait évidemment le réseautage qui fonctionnait, c'est-à-dire qu'on connaissait tel ou tel producteur et donc certains films avaient évidemment plus de chances de se retrouver sélectionnés que d'autres. Et le geste de la quinzaine, au moment de sa création, a été de casser ça, c'est-à-dire de dire non, d'une part on va ouvrir un maximum pour qu'on reçoive des cinématographies qui ne sont pas du tout représentées à Cannes. On va rompre avec les logiques du copinage, pour le dire un peu vulgairement, et on donne sa chance à un cinéma de mise en scène, où l'originalité et l'audace passent par l'invention d'écritures cinématographiques qui leur sont propres, et ce lieu va être la quinzaine. Donc moi je m'ancre là-dedans, dans cette histoire, et évidemment la situation n'est plus la même depuis Cannes s'est ouvert, reçoit des films de tous les pays, enfin je veux dire on est à l'ère, dans une ère mondialisée, donc le paysage cinématographique s'est démocratisé. Cannes montre tout type de films et d'auteurs, aussi bien en sélection officielle qu'en sélection parallèle, mais on peut aussi considérer que depuis un certain temps, le marché est devenu aussi prédominant au sein du festival, que de par le monde, des ateliers de production, de coproduction, de rencontres ont favorisé l'émergence d'un cinéma réessai, parfois uniformisé. Et donc, pour terminer sur cette question, je pense qu'il est toujours d'actualité de mener une bataille pour aller chercher des films et des auteurs qui sortent des canons, qui sortent des réseaux et des marchés classiques, et qu'il faut aller débusquer, que c'est ça le rôle de la Cannes. Il y a un film qui a fait le pont, entre guillemets, entre la quinzaine cette année et, on va dire, le Palais Lumière de l'autre côté, sur la Croisette. C'est le film qui a reçu la Caméra d'Or, puisqu'on va le présenter ici même, en première, L'Arbre au Papillon d'Or de Tien Am Pham. Son réalisateur viendra ici le présenter. C'est un film vietnamien, un premier long métrage. C'est normal qu'il reçoive la Caméra d'Or, puisque c'est un premier long métrage. Il a été choisi par un jury donc transversal qui s'est baladé dans tout le festival pour aller chercher les premiers longs métrages, et il décide de l'attribuer à un film sélectionné par toi. Donc, typiquement, quelle est l'importance de ce film pour toi par rapport à ça, et quelle est, au fond, ta sensation par rapport au fait que ton travail a été en quelque sorte reconnu par un jury? Alors c'est vrai que le Vietnam est une cinématographie qui est devenue quand même assez rare. Il y a eu quelques auteurs très importants découverts lors des dernières décennies, et notamment à Cannes, mais bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'était beaucoup de cinéastes vietnamiens qui venaient à Cannes. Donc évidemment, le fait d'avoir découvert le travail d'un jeune cinéaste, alors il se trouve que son court-métrage précédent avait été passé par la quinzaine. Je n'avais pas vu le film avant de découvrir le long. Alors, avant de le sélectionner, j'ai jeté un œil évidemment au court, mais je l'avais découvert de manière assez vierge, je dis moi, mais c'est moi et le comité de sélection, puisque c'est un travail collectif. Et oui, alors effectivement, ce qui m'a fait plaisir d'une part, c'est que pour avoir discuté avec le jury de la Caméra d'Or, présidé cette année par Anaïs Demoustier, d'une part, ils s'accordaient tous à dire que les meilleurs premiers films qu'ils avaient vus, en tout cas ceux qui rompaient avec les conventions, avec le politiquement correct, étaient à la quinzaine, et que donc en plus un film vietnamien de 3 heures, on peut dire formaliste, poétique, pas très narratif, et en plus qui montre quelque chose qu'on connaît mal ici, c'est-à-dire la communauté catholique du Vietnam, chose assez surprenante, remporte la Caméra d'Or. Bon, je ne peux pas dire que ça a fait, je pense, plaisir à mon confrère de la sélection officielle, mais évidemment, pour nous, c'était une victoire, évidemment. Par contre, tu avais ouvert ta sélection, la quinzaine, le premier film présenté, le film d'ouverture, c'était le film de Cédric Kahn, qui lui n'est pas un premier venu, Procès Goldman, qui lui aussi sera présenté ici en présence de Cédric Kahn, je vous le rappelle. Alors là, c'est tout à fait un autre type de choix. Pour
proposer une sélection. Alors même si évidemment j'axe mon travail sur la découverte de nouveaux talents, je pense que la quinzaine a toujours été remarquée aussi pour sa capacité à faire le grand écart entre des projets très radicaux et des projets commerciaux, puisque moi-même en tant que cinéphile, je ne fais pas la différence. Je suis capable d'aimer des très gros films hollywoodiens comme des films très indépendants, parce que, encore une fois, je peux aimer le geste de mise en scène dans l'un comme dans l'autre. Donc là, déjà dans son histoire, la quinzaine a toujours eu à cœur de maintenir ce grand écart en cassant la hiérarchie entre les films. Et puis donc, c'est vrai aussi entre les nouveaux cinéastes et des cinéastes confirmés. Il se trouve que c'était un pur hasard, parce que je ne suis ni un familier du cinéma de Cédric Kahn, et pour ce que j'en avais vu, j'en étais pas particulièrement un fan, ni quelqu'un qui n'aimait pas, mais je n'avais pas d'affinité particulière avec le cinéma de Cédric Kahn. Et donc, quand on a découvert le film, je trouvais que, non seulement j'ai l'impression que le film de procès est un genre qui revient un peu à la mode, c'est quelque chose qui serait intéressant de discuter. Je trouvais que la façon dont il renouvelait de manière très radicale le film de procès, en sortant pas de l'enceinte du tribunal et en jouant sur des joutes oratoires, en distribuant la parole, il s'en sortait à la mise en scène et au montage d'une manière assez spectaculaire, et qu'en plus ça s'ancrait dans un contexte politique, alors d'abord français, sur les questions des violences policières et du racisme, tout à fait contemporain, et qui en plus, je pense, traversait les frontières. Donc on cochait un petit peu toutes les cases sur un film qui pouvait s'adresser à plein de publics différents, qui était assez passionnant, assez haletant sur le plan du suspense, tout simplement. Et donc, voilà, c'était un pari, c'est-à-dire que franchement, jusqu'au soir d'ouverture, j'avais le sentiment que le film pouvait complètement se ramasser, parce que je me suis dit, ça se trouve, il ne parlera pas du tout à un public international. Et puis c'est le contraire qui s'est passé. Je crois que, je le dis de manière tout à fait objective, le film a éclipsé tous les autres films d'ouverture des autres sélections cannoises et a fait l'unanimité totale, au-delà de mes espérances. Donc voilà, j'étais très content d'avoir un film de genre qui s'adressait à tous les publics, qui ouvre la quinzaine. Encore un petit mot sur la quinzaine en général, et après on évoquera Aung San Suu, mais c'est quand même que tu as aussi eu un autre geste important, qui était la présentation du Val Abraham de Manuel de Oliveira, un film restauré pour l'occasion, et là aussi c'est quand même aussi, je pense, un choix, là pour le coup, très très personnel. C'était très rigolo, parce que d'une certaine manière, ouais, j'ai forcé un peu la main à la Cinémathèque portugaise pour préparer une copie dans les plus brefs délais. Je dis forcer la main parce que c'est une cinémathèque qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui fait de la restauration, mais bon voilà, vous pouvez imaginer au Portugal comment ça peut être compliqué. Bon, il me tenait à cœur comme je l'ai un peu expliqué avant, je pense que pour donner un message fort aux nouvelles générations de cinéastes, il faut rappeler d'où la quinzaine vient et dans quoi elle s'ancre. Et donc, comme le cinéma moderne, c'est ce qu'on a appelé le cinéma moderne, est un peu le cinéma qui a épousé la quinzaine dès 1969, et pendant en tout cas au moins pendant les 30 années qui ont suivi, quand Pierre-Henri Delot était là, je pensais que c'était bien qu'il y ait un événement autour d'un grand film de la quinzaine, et qui soit emblématique, qui donne une voix, une direction, un message aux nouveaux cinéastes. Il se trouvait que c'était les 30 ans de Val Abraham, donc évidemment je n'ai pas été insensible au côté anniversaire. Il se trouve par ailleurs que j'adore Manuel de Oliveira, qui est un auteur pas tant connu que ça des jeunes générations, qui peut paraître de prime abord, en plus c'était le plus vieux des cinéastes en activité pendant, de toute l'histoire du cinéma. C'est quand même un cinéaste qui a connu le cinéma muet, son premier film date du cinéma muet, et puis il a fait des films jusqu'à l'âge de, je ne sais plus à
quel âge il est mort, Manuel, mais 103. voilà, il était plus que centenaire, il a fait des films jusqu'à la fin de sa vie. 106. 106, merci. Donc il pouvait apparaître un peu peut-être comme un cinéma archaïque, en tout cas c'était peut-être l'image qu'il véhiculait. Et je trouve que son adaptation de Madame Bovary, bon, par ailleurs grand roman français, était d'une modernité absolument folle, et notamment un peu sur la question féminine. Et donc donner les couleurs de cette nouvelle quinzaine par son affiche à ce film, à Léonore Silveira, à Madame Bovary et à Manuel de Oliveira me paraissait particulièrement fort, et puis j'en suis vraiment très heureux. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir le découvrir ou le redécouvrir. C'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma que j'avais vu d'ailleurs personnellement à la quinzaine à l'époque et qui m'avait bouleversé. Je crois que je n'avais plus rien pu voir après. Alors venons-en à de nos jours, oui, c'est le cas de le dire, le nouveau film de Hong Sang-soo, dont j'ai pas réussi à savoir si c'était le 30e ou le 32e, parce que selon les spécialistes, voilà, il y a des calculs un tout petit peu différents, peu importe, c'est dans la trentaine, voilà. Lui aussi un cinéaste très prolifique, mais qui a encore pas 100 ans, que tu connais bien. Voilà, je le connais bien, même si, comme c'est quelqu'un d'assez peu bavard, j'ai eu finalement peu de chance de discuter avec lui. Bon, j'ai préparé des petites notes pour parler du film, parce que bon, j'ai découvert le film peut-être en février ou en mars dernier. Je l'ai revu pour préparer Cannes, mais je ne l'ai pas revu depuis. Mais ce qui est assez drôle, c'était que je voulais commencer par en parler en disant que on rattache un peu de manière trop souvent, trop régulière Hong Sang-soo à Rohmer. Et moi, c'est plutôt de Stache que j'avais envie de parler quand finalement je regarde les films d'Hong Sang-soo. Et il se trouve que cet après-midi, donc j'étais dans le train pour venir ici, je feuilletais, comme il m'arrive souvent, d'anciens numéros des Cahiers du cinéma. Je voulais lire un dossier sur Lynch, un auteur que j'aime aussi beaucoup par ailleurs. Et puis je l'avais fini, puis je feuillette, et puis je tombe, donc c'est un numéro de 1999, et je tombe sur une présentation du nouveau cinéma coréen à la fin. Et je m'y attendais absolument pas, puisqu'en 99, les films de Hong Sang-soo sont absolument pas distribués en France, et moi-même, donc je ne le connaissais pas. Et donc il y a une toute petite notule sur son deuxième film, Le pouvoir de la province de Kangwon, où il est dit un moment, donc on pourrait dire qu'il s'agit d'un scénario d'Antonioni filmé par Jean Eustache. Alors j'étais sur le cul en lisant ça. Alors, Antonioni peut-être pas aujourd'hui, je ne ferai pas forcément le parallèle, mais Eustache davantage. Donc avant de parler de nos jours, pour revenir un petit peu sur Hong Sang-soo, pourquoi déjà plutôt Eustache que Rohmer? D'une part, je ne considère pas que Hong Sang-soo soit un cinéaste moraliste, ce qui était le cas de Rohmer, qui n'est pas du tout péjoratif. Rohmer faisait du cinéma moderne, mais ses films étaient un peu la vérification de proverbes moraux, comme il a lui-même intitulé plusieurs séries de ses films. Et en plus, Hong Sang-soo n'est pas du tout un cinéaste moralisateur, même si on peut rire beaucoup de ses personnages, même s'il y a beaucoup de ridicule et d'hypocrisie et de lâcheté chez ces personnages masculins. On n'est pas du tout dans un cinéma à la Robben Östlund ou je ne sais quel Epicone, que moi j'aime pas beaucoup par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus de ses personnages. Au contraire, je trouve que c'est un cinéaste eustachien pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un cinéaste de la parole, et pas n'importe quelle parole, c'est-à-dire de la parole amoureuse. La parade amoureuse et le désir sexuel sont évidemment les thématiques qui reviennent dans une grande partie du cinéma d'Hong Sang-soo. Alors il a un peu changé ces derniers temps, mais c'était quand même sa marque de fabrique. Comment faire parler des gens en plus issus généralement du milieu du cinéma, de leurs problèmes sexuels et sentimentaux, et montrer l'intersection entre les deux et tout le vernis, l'hypocrisie sociale
qui peut les recouvrir. Alors Eustache l'a fait à de nombreuses reprises, mais lui, à la différence d'Aung San Suu, pas avec du dialogue trivial et très quotidien, mais avec une dose avec du dialogue littéraire, avec de la littérature, pour le dire très rapidement. Et c'est en ça que Eustache n'est pas un cinéaste réaliste. Et en fait, je pense que Aung San Suu n'est pas non plus un cinéaste réaliste, malgré le côté très vériste de ces dialogues ou de ces situations, parce que comme Eustache, il s'en sort, il se détache du réalisme par la forme. Aung San Suu est d'une certaine manière un formaliste, c'est-à-dire que d'une part, au niveau des structures narratives, il a souvent aimé construire ses films en 2 parties, où un peu comme disait Marx, l'histoire se répète 2 fois, d'abord sous forme de tragédie, puis sous forme de farce. Chez Aung San Suu, je ne dirais pas que c'est sous forme tragique d'abord, mais du moins c'est sous forme dramatique. Et puis souvent la deuxième partie est le côté farce et ridicule de la première. On assiste souvent chez lui où dans une première partie on est avec des personnages masculins assez machistes, assez misogynes parfois, qui sont dans une situation de surplomb. Les personnages féminins, quand ce sont les personnages principaux, sont des personnages qui essayent de se détacher comme ça d'une emprise un peu de maître, puisque les personnages masculins chez Aung San Suu sont souvent des cinéastes, des professeurs qui ont la parole facile, qui se la racontent un peu, qui jouent de leur pouvoir de sachant, d'avoir un savoir. Et puis, généralement, dans une deuxième partie, il se plaît à renverser les choses. Et il y a un premier vernis qui craque et on voit les personnages masculins dans un ridicule, dans une espèce de régression infantile qui est un peu leur vérité. Mais malgré tout, l'hypocrisie demeure, c'est-à-dire que contrairement à Eustache, là encore une différence, il y a chez Aung San Suu, une fois qu'on a gratté le premier vernis, derrière on retrouve généralement encore du vernis, c'est-à-dire que Eustache visait une certaine forme d'authenticité chez ses personnages, même si les personnages continuaient toujours plus ou moins à se mentir à eux-mêmes. Chez Aung San Suu, on aura gratté, enfin en tout cas on aura démystifié les personnages masculins, mais on sera toujours sur le registre de l'hypocrisie, du ridicule. Donc il y a ce côté formaliste sur la structure narrative chez Aung San Suu, et puis on retrouve aussi au sein de sa technique la présence de la caméra. Chez Aung San Suu, elle est très visible. Pour ceux qui sont familiers de son cinéma, Aung San Suu n'est pas du tout un cinéaste de l'art du découpage, c'est plutôt l'art du recadrage. Mon hypothèse, c'est que comme c'est un grand amateur de peinture, notamment de Cézanne, j'ai l'impression qu'il fait des plans séquences comme il regarde des tableaux, et que quand il a envie de s'attarder sur un détail, il va faire un zoom, il va recadrer, puis il va décadrer, il va jouer beaucoup d'effets de rapprochement et d'éloignement, comme si soudain la conversation, quand ça l'intéressait moins, ou quand c'est plutôt un visage, ou quand c'est plutôt un objet, ou quand c'est plutôt un élément du décor, il va prendre la liberté comme ça, comme si, aussi avec un peu de mélancolie, de se détacher du sujet qu'il est en train de filmer pour focaliser son attention sur autre chose. Et en ça, je trouve que c'est pas du tout un cinéaste réaliste. Alors, pour en venir à de nos jours, et je finirai là-dessus, vous verrez, alors il a épuré ces derniers temps, pour ceux qui sont familiers de son cinéma, plus il fait des films, déjà plus il les fait vite, moins il y a de scénario, et plus il fait avec ce qu'il a, ce qu'il trouve, et en plus il est maintenant sur tous les postes, c'est-à-dire qu'il fait l'image, il fait le son, il fait la musique, il monte lui-même. Ça donne un côté amateur à ses films, parce qu'évidemment il n'est pas aussi bon technicien que les gens à qui il a tourné par le passé, mais c'est revendiqué. Et d'ailleurs, ce film, je trouve que c'est drôle enfin, j'imagine que c'est aussi un peu hasard qu'il se retrouve en ouverture de cette reprise ici, puisque moi, c'était mon film de clôture, et je l'avais choisi exprès comme film de clôture parce que
Je le présentais à Cannes comme un haïku, c'est-à-dire comme une espèce de petit poème improvisé sur l'instant, qui n'a pas beaucoup de signification, qui est presque insignifiant. Et j'ai l'impression qu'Aung San Suu aujourd'hui est devenu un peu ce cinéaste de l'insignifiant. Enfin, évidemment, je trouve que c'est une qualité et pas un défaut. Il y a encore des résidus de formalisme dans ce film qui se font moins visibles, c'est-à-dire que, je ne vais pas dévoiler le film, mais c'est un film là aussi en deux parties, sauf que cette fois-ci, il les oppose moins frontalement. Il fait un montage alterné, mais ces deux histoires ne se recouperont jamais. On a deux espaces parallèles, avec deux personnages, probablement qui se connaissent, puisque le film, vous allez le voir, c'est pas une surprise, c'est très autobiographique. Et là aussi, ça me fait penser un peu à Eustache, c'est-à-dire que même si sur la structure, du coup, c'est beaucoup plus entremêlé, on peut aussi penser à une sale histoire d'Eustache, non pas sur la thématique, mais sur le fait qu'il y aurait une partie qui serait davantage du côté du documentaire, celle avec Kim Min-hee, qui parle presque de son métier d'actrice et de comment elle est dirigée par Aung San Suu, et puis l'autre qui est une figure de poète, et qui est évidemment, donc qui serait un peu la partie fiction, et qui est évidemment l'alter ego de Aung San Suu. Et ce que je trouve très beau dans ce film, qui encore une fois est très léger, sans conséquence, et j'espère que vous le prendrez comme ça, c'est-à-dire comme une bulle de champagne. Vous avez vu ce film très court, vous en sortirez, vous penserez peut-être à autre chose. C'est que il contribue avec ce film encore à démystifier la place du cinéaste, de l'artiste, des acteurs. Il dit aux gens qui viennent les voir dans le film, vous savez, j'ai rien à vous apprendre, j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous transmettre, je suis pas plus intelligent que quelqu'un, je sais déjà pas comment faire ma vie, donc je sais même pas comment faire de l'art. Et en tant que cinéaste, il va porter son regard plus comme un peintre sur du détail, sur des joies de l'existence. C'est le grand retour de l'alcool dans les films de Aung San Suu, et rien que ça, je trouve ça suffisamment joyeux pour le dire. Merci, donc champagne, comme tu l'as dit. Et je signale juste pour tous ceux qui auraient encore une curiosité pour aller plus loin à travers Eustache, d'ailleurs, parce que la Cinémathèque suisse a participé à la restauration de toute l'œuvre de Jean Eustache, et nous organiserons évidemment une rétrospective de tous ces travaux, mais on attend le Capitole pour ce faire, donc profitez d'aller redécouvrir Eustache ou découvrir Eustache. Tous ces films, à part La Maman et la Putain, qu'on avait déjà présenté ici il n'y a pas très longtemps. Donc merci Julien pour cette présentation et ce récit autour de la quinzaine. Bonne découverte de la quinzaine crue 2023, enfin presque tout, mais pas complètement. Et à l'année prochaine, on va dire, à l'année ou plus tard. J'espère. J'espère aussi. À bientôt. Merci.